Monsieur le Président du jury, honorables Messieurs les membres du jury, soyez les bienvenus à cette soutenance de thèse de doctorat. Nous sommes honorés de vous présenter ce jour les résultats de notre travail de recherche intitulé « Caractéristiques bactériologiques et immunologiques des pharyngoamygdalites au Bénin ». La présentation va sur le plan ci-après. Après une brève introduction, nous allons présenter le matériel et les méthodes utilisées. Ensuite, les résultats et discussions seront formulés en 3 chapitres. Et enfin, nous allons conclure avec les perspectives. Excellent Monsieur le Président du jury, honorable Monsieur le membre du jury. On entend comme pharyngoamygdalite une inflammation de la gorge de façon technique appelée oropharynx et des amygdales. Ici présent, voici les amygdales. Et cette inflammation peut être est souvent d'origine infectieuse, virale ou bactérienne. C'est une pathologie très fréquente et dans notre pays, le Bénin, ça représente la 2e cour de consultation en médecine générale, en otorhinolaryngologie et en pédiatrie. Selon les travaux de Chobli et Ali en 2012, cette pathologie représente 7,53% des pathologies chez les enfants de 0 à 15 ans. Au Mali, cette pathologie représente 1,18% des pathologies en otorhinolaryngologie, selon les travaux de Timo et Ali en 2006. En France, la pharyngoamygdalite à streptocoque bêta hémolytique du groupe A chez les enfants a été de 26,1% selon les travaux de Nicolas en 2018. Notons qu'il y a 5 formes cliniques de cette pathologie. Il y a la forme érythémateuse qui est caractérisée par une rougeur des amygdales, la forme érythémato-putacée qui est caractérisée, voilà la forme qui est caractérisée par la présence des enduits brachâtres sur la face antérieure des amygdales, la forme pseudo-membraneuse qui est caractérisée par une fausse membrane recouvrant la face antérieure des amygdales, et la forme un peu plus grave, la forme ulcéronecrotique qui est caractérisée par une nécrose et une perte de substance au niveau des amygdales, la forme vésiculeuse qui est caractérisée par la présence de petits vésicules à la surface antérieure des amygdales. Voici les amygdales tuméfiées qui sont là. C'est l'étiologie bactérienne de ces pathologies qui a redouté parce qu'elle est sujette à des complications loco-régionales et générales graves, voire mortelles, parce que ça attaque les grandes articulations telles que l'épaule, le coude, le poignet et la hanche pour donner ce que nous appelons rhumatisme articulaire aigu invalidante. Cette pathologie se complique aussi au niveau rénal en détruisant les néphrons, en donnant ce que nous appelons gloméronéphrite et puis post-streptococcique. Ça va loin en attaquant le cœur et en détruisant l'endodème pour créer une maladie que nous appelons endocardie rhumatismale qui va conduire vers une insuffisance rénale. Face à ces complications potentiellement graves, cette pathologie est sujet à une prescription massive d'antibiotiques et en prévention à ces complications. Mais face au phénomène d'antibiorésistance globale dans le monde, et plus particulièrement dans les pays en voie de développement comme le nôtre, la prescription d'antibiothérapie qui se fait principalement sur la base des arguments cliniques nous interpelle. Et dans ce contexte que nous avons cherché et nous avons compris qu'il y a très peu de travaux qui ont été réalisés dans notre pays, le Bénin, sur ces pathologies. Dans un contexte de méconnaissance et d'indisponibilité d'un test de diagnostic rapide à streptocoque bêta hémolytique afin de conduire la prescription d'antibiothérapie. Pour mener notre travail, nous nous sommes fixés comme objectif général de contribuer au diagnostic clinique et biologique et à une amélioration de la prise en charge des pharyngoamygdalites au Bénin. Plus spécifiquement, nous nous sommes fixés comme objectif d'évaluer l'intérêt du test immunologie rapide d'orientation diagnostique dans le diagnostic et la prise en charge des pharyngoamygdalites au Bénin. Comme deuxième objectif, nous avons décidé de caractériser les bactéries pathogènes impliquées dans l'éthiopathogénie de la pharyngoamygdalite chez les enfants au Bénin. Et en troisième point, nous avons décidé de décrire les caractéristiques immunologiques pharmacothérapeutiques des pharyngoamygdalites au Bénin. Pour mener ce travail, nous avons eu comme site le Centre de santé à vocation humanitaire Padre Pio de Cotonou, la clinique
sociale Vallée de Grâce de Daboum et Calavi et le laboratoire de biologie de type moléculaire en microbiologie de l'Université d'Amour et Calavi. Nous avons mené une étude prospective analytique et descriptive réalisée sur une période de 12 mois allant de 2 juillet 2022 à 31 juin 2023. En ce qui concerne la population d'études, l'échantillonnage a été exhaustif et a inclus 272 cas de pharyngoamygdalite et 203 cas de pharyngoamygdalite infantile. Les critères d'inclusion ont été l'âge supérieur ou égal à 3 mois, le diagnostic de pharyngoamygdalite, le consentement éclairé direct ou indirect des parents du premier degré. Les critères de non-inclusion ont été l'absence de consentement à participer à l'étude et l'âge inférieur à 3 mois. Pour la collecte des données cliniques, une fiche d'enquête a été élaborée à cet effet et prenant en compte les variables étudiées sur les aspects socio-démographiques, les aspects cliniques et thérapeutiques de ces pathologies. En ce qui concerne la méthodologie du test immunologie rapide d'orientation diagnostique, le kit réactif est composé de 2 réactifs R1 et R2. Nous commençons par un prélèvement de gorge qui se fait par écouvillonnage direct de la face antérieure des amygdales et de la face postérieure de l'oropharynx en évitant les dents, la langue et la lèvre. Après ce prélèvement et par écouvillonnage, nous déchargeons l'écouvillon dans 3 gouttes du réactif en secouant vigoureusement pendant 1 minute. Après, nous esserons l'écouvillon contre la paroi du tube et avant de le retirer, et nous plongeons maintenant la bandelette réactive dans des solutions et la lecture se fait après 5 minutes. Lorsque le test contrôle lorsque le contrôle et test apparaît, le réactif et la réaction est positive, la présence de contrôle seul, c'est négatif. Au test invalide, autre résultat invalide le test et indique sa reprise. En ce qui concerne l'isolement et l'identification du cytochrome bêta hémolytique du groupe A, nous avons procédé par une observation. Après le prélèvement de gorge, et le prélèvement est envoyé au laboratoire. L'examen macroscopique a été fait à la recherche des corps étrangers et l'odeur et certaines caractéristiques physiques. Après, nous passons à l'examen microscopique, l'état frais, l'état coloré à grammes, à la recherche des longues chaînettes de coque et de grammes positifs arrondis. Après, l'ensemencement a été effectué. Et après purification, la lecture se fait 24 heures. Et après 24 heures d'incubation à 37 degrés, et le type d'hémolyse a été noté. Notons qu'il s'agit d'une hémolyse totale appelée bêta-hémolyse. Ces bactéries ont une catalase négative. Et la sensibilité à la batracine a été étudiée. Et ensuite, la confirmation a été faite par groupage et par tête d'agglutination sur l'âme et pour la classification de Lancefeed. En ce qui concerne l'examen cytobactériologique du prélèvement de gorge, le prélèvement de gorge a été réalisé, puis envoyé au laboratoire. Les examens macroscopiques et microscopiques ont été réalisés avant l'ensemencement sur des milieux spécifiques tels que la gélose au sang cuite, gélose au sang plus acide nadimicycle, le Chapman, Marc-Conquet, Sabro plus chloramphénicol. Après le niveau d'ensemencement, nous passons à l'isolement et la purification avant de passer à l'étape d'identification qui a été fait par des tests préliminaires, avec l'étude de la sensibilité à la bacitracine et à l'octochine. Après, nous avons recherché les tests préliminaires, la coagulase, l'oxydase et la catalase. La recherche des entérobactériens, l'identification des entérobactériens ont été faite grâce aux microgaleries à puits fin E. Et enfin, nous avions fait l'antibiogramme à base des antibiotiques suivants, l'amoxicilline, céphurocine, céphicime, érythromycine. Voilà. La collecte de données biologiques ont été effectuées sur des caractères culturaux, les caractères hémolytiques bêta, alpha, gamma, la sensibilité à la bacitracine et à l'octochine, le satellicisme, les caractéristiques biochimiques, le profil de sensibilité et de résistance des germes isolés. En ce qui concerne le dosage de la protéine C réactive, le dosage qualitatif et quantitatif a été réalisé par agglutination au latex sur plaque et le dosage quantitatif a été fait par la méthode d'immunoturbimétrique sur 15A450 TINS. La numération des leucocytes ont été faite sur l'automate SysMes et INS-S500I. Le traitement des données, les données ont été saisies au tableur Excel 2019. L'analyse statistique a été effectuée grâce au logiciel Stata 3 version 11.0. En ce qui concerne les données de la CRP,
sont utilisés pour l'analyse de la variance. Le test de Kikaï de Pearson a été utilisé pour la comparaison et pour la corrélation entre l'hyperleucocytose et l'élévation de la CRP. Le seuil de significativité pour les tests ont été fixés globalement à p-value inférieure à 5%. Excellent, Monsieur le Président du jury, honorable Monsieur les membres du jury. Le premier chapitre de notre présentation est intitulé « Intérêt du test immunologie rapide de diagnostic dans la prise en charge des pharyngoamygdalistes au Bénin ». Pour cette étude, 60 patients ont été diagnostiqués positifs à la culture bactérienne avec une prédominance masculine à 53,33%. Le seul ratio a été de 1,14 avec une prédominance masculine, ce qui corrobore avec les résultats de NIFU et alliés au Cameroun en 2020 et qui ont rapporté 1,1 comme cette ratio. L'âge moyen de notre population d'études a été de 11,20 ans, et ce qui est bien sûr inférieur aux 22 ans et 26 ans rapportés par NIFU et alliés en 2020 et Aïdara et alliés en 2014. Il est à remarquer que la tranche d'âge de 0 à 5 ans a été la plus représentée à hauteur de 45%, ce qui corrobore avec les travaux de Choblier et alliés qui ont rapporté une vulnérabilité dans cette tranche d'âge, mais différent de ceux rapportés par Timbo et alliés en 2006 qui ont rapporté une tranche d'âge de 10 à 19 ans. La fréquence de la pharyngoamygdalite à streptocoque bêta-hémolytique estimée au test rapide de diagnostic a été de 25,37% contre 22,6% à la culture bactérienne. Cette différence a été due à la sensibilité spécifique différentielle des deux tests utilisés, considérant la culture bactérienne comme le gold standard. Cette fréquence estimée à TROD est inférieure à celle rapportée par Mola et alliés en 2016 qui rapporte 44,33%. Cette différence serait due aux caractéristiques démographiques de notre population. Et effectivement, les formes cliniques de la pharyngoamygdalite à SDHA les plus représentées au cours de notre étude ont été la forme érythémateuse à 63,33% et la forme érythématose putacée à 26,67%. Ces résultats diffèrent de ceux rapportés par Choblier et alliés en 2012 qui ont rapporté une prévalence d'amygdalite érythémateuse de 12,02% et la forme érythématose putacée à 33,44% chez les enfants de 0 à 15 ans. Il est à remarquer que la forme la plus dangereuse, la forme nécrotique, isonécrotique, est en baisse avec 10%, ce qui serait dû à l'automédication active ou passive à base d'antibiotiques en vogue dans notre pays. Quel est l'intérêt de ce test diagnostic rapide? À l'issue de cette étude, la sensibilité a été de 95% et la spécificité a été de 94%, ce qui est supérieur aux valeurs rapportées par Sophia et alliés en 2016, qui ont rapporté une sensibilité de 90,48% et de spécificité de 90,90%. Nos résultats corroborent avec ceux rapportés par Megani et alliés en 2010 et Aspas en Tunisie, qui ont rapporté une sensibilité de 93,2% et 95,3%. Donc, à l'issue des valeurs retrouvées pour la sensibilité et la spécificité de ce test immunologie rapide, nous pouvons dire, au vu des recommandations de l'OMS, qui recommandent tout test ayant une sensibilité et une spécificité autour de 95% sont praticables dans le pays. Donc, nous pouvons dire que le test d'orientation diagnostique méconnu dans notre pays est bien et peut être bien adopté dans la stratégie diagnostique de ces pathologies. En conclusion partielle 1, Monsieur le Président, excellent Monsieur le Président du jury, le test immunologie rapide d'orientation diagnostique est une très bonne notion diagnostique dans la prise en charge des pharyngoamygdalites à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Mais sa limite réside dans sa restriction à l'oris streptococcique, ce qui nous amène à passer à d'autres tests pour plus de précision. Les résultats de cette première partie nous ont permis de publier un article dans le journal Journal of Clinical Immunology and Research.
Excellent, Monsieur le Président du jury, non, Monsieur les membres du jury. Le deuxième chapitre de notre présentation est intitulé « Caractéristiques des bactéries pathogènes responsables des pharyngomamygdalistes au Bénin ». Pour cette étude, 203 enfants de 0 à 15 ans ont été recrutés. Le seul ratio a été de 1,1 avec une prédominance masculine. Nos travaux corroborent avec les résultats rapportés par NIMAT et Ali en 2020, qui ont rapporté un seul ratio de 1,14 avec une prédominance masculine. En ce qui concerne la tranche d'âge, nous avons remarqué que la tranche de 0 à 1 an a été la plus représentée avec 27,9%, mais les enfants de 0 à 5 ans représentent 70,44% de notre population, ce qui montre une augmentation d'environ 13% par rapport aux résultats de Chobli et Allié qui ont rapporté en 2012 à Cotonou chez les enfants de 0 à 5 ans une proportion de 57,86%. Au cours de l'étude, nous avons remarqué que les pharyngoamygdalites ont été les plus fréquentes dans le mois de décembre à hauteur de 12,81%, ce qui serait dû probablement aux extrêmes variations de la température au cours du mois de décembre caractérisé par l'harmattan. La prévalence de pharyngoamygdalite infantile au Bénin a été de 11,24%, ce qui corrobore avec les résultats de Vaïchéré et Ali en 2014, mais dénote une élévation de 3,71% par rapport aux 7,53% rapportés par Chobli et Ali à Cotonou en 2012. Et cette différence serait due à la variation au niveau de la taille de l'échantillon et au site d'études. Chobli a travaillé dans un CHU qui donne l'accès un peu plus difficile que les centres de périphérie dans lesquels nous avons travaillé. La proportion bactérienne de cette pathologie a été de 48,77% au cours de notre étude, ce qui corrobore avec les 44,59% et 52,35% rapportés par Chobli et Allié, respectivement par Chobli et Allié en 2012 et Aïdala et Allié en 2014 à Dakar. Au cours de notre étude, nous avons vu que les signes qui sont associés à cette pathologie sont dominés par les signes digestifs caractérisés par le vomissement et la diarrhée à hauteur de 28,8%, suivi de la fièvre à hauteur de 6,90%. Il est à remarquer que la pharyngoamygdalite infantile au Bénin a été aiguë à hauteur de 77,83%, ce qui corrobore bien avec les 115% de formes aiguës rapportées par Cohen et Ali en 2007. En ce qui concerne les germes isolés, nous avons vu que le candidat albicans a été isolé à hauteur de 4,72% contre les bactéries à hauteur de 95,28%. La faible proportion de candidats albicans isolés au cours de notre étude corrobore avec la faible fréquence de 2,22% de candidats albicans rapportés par Machou et Allié en 2022 à Médéa en Algérie. En ce qui concerne la fréquence d'isolement des germes isolés, nous voyons que le Streptococcus pyogenes a été prédominant à hauteur de 45,54%, suivi de Staphylococcus aureus à hauteur de 21,78% et les entéobactéries sont en bas de l'échelle avec Escherichia coli à hauteur de 97% et Klebsiella pneumoniae à hauteur de 0,49%. Cette faible proportion d'Escherichia coli de 2,97% est inférieure à ceux rapportés par Machou et Allié et Amédéa et Chobli et Allié à Cotonou, respectivement 6,66% et 10%. Notons que, et en ce qui concerne la fréquence d'isolement de Haemophilus influenzae, ça corrobore bien avec les résultats de Chobli et Allié en 2012 qui ont rapporté 8% d'isolement. La prédominance de Streptococcus pyogenes à hauteur de 45,44% corrobore bien avec les 45% et 43% rapportés par Nimat et Allié en 2020 et à Arama en 2005. La prédominance
combiné de Streptococcus pyogenes et de Staphylococcus aureus concorde avec les résultats de Machou et alliés en 2012 qui ont remarqué une telle prédominance en Algérie. Les germes isolés présentent différentes sensibilités aux antibiotiques testés. Notons que les antibiotiques testés ont été les antibiotiques recommandés dans le traitement des pharyngoamygdalites au Bénin. Nous avons probablement une sensibilité de 61,91% au bêta-lactamine, ce qui montre une baisse de sensibilité vis-à-vis de bêta-lactamine qui constitue la première recommandation de la prise en charge de cette pathologie. Et cette baisse de sensibilité est constatée également avec, avec les 70% de sensibilité au bêta-lactamine rapportée par Nimat et Ali en 2020. Dans les recommandations thérapeutiques, c'est l'association de amoxicilline et acide clavulanique qui est la plus recommandée et en alternative l'érythromycine. C'est pour ça que nous avons testé les bactéries, les sources isolées sur ces deux associations. Nous avons constaté que vis-à-vis de l'amoxicilline plus acide clavulanique, qui a une baisse de sensibilité, pour le Streptococcus pyogenes, nous avons une baisse de sensibilité à 60,87%. Pour le Streptococcus viridien, nous avons une sensibilité de 62,50%. Et pour le Staphylococcus aureus, baisse de sensibilité à hauteur de 50%. En ce qui concerne l'érythromycine, c'est carrément une résistance qui a été observée à hauteur de 63,04% à l'égard de Streptococcus pyogenes. Et pour le Staphylococcus aureus, la résistance est partie à 70%. Pour le viridé, c'est 62,5%. Mais pour le Streptococcus pneumoniae, ça a été de 100%. En conclusion partielle de Monsieur le Président du jury, l'antibiothérapie probabiliste de pratique courante risque de renforcer le profil de résistance. Et donc, ce qui nous recommande dans notre contexte la recherche étiologique qui doit être effectuée dans le but de limiter la sélection bactérienne. Les résultats de cette partie nous ont permis de publier un article dans le journal Journal Online, Journal of Public Health. Excellent, Monsieur le Président du jury, honorable Messieurs les membres du jury. Et le troisième chapitre de notre est intitulé Caractéristiques, bactériologie, immunologie et pharmacothérapeutique des pharyngoamygdalites au Bénin. Pour cette étude, 272 patients ont été recrutés avec 51% de prédominance féminine et un set ratio de 0,96%, ce qui corrobore avec les résultats rapportés par Nimat et alliés en 2020 qui ont rapporté 1,14 et Chobli et alliés qui ont rapporté 1,9% de cette ratio. L'âge moyen de notre population a été de 11 ans, ce qui est inférieur aux 22 ans rapportés par Nimat et alliés et Aïdara et alliés en 2014. Il est à remarquer que la tranche de 0 à 5 ans a été la plus vulnérable, ce qui correspond bien au résultat de Chobli et alliés en 2012, mais diffère de ceux rapportés par Timo et alliés en 2006 qui ont rapporté une prédominance de la tranche d'âge de 10 à 19 ans. À l'issue de ce travail, nous avons vu que la prévalence de pharyngoamygdalite a été de 9,39% avec une moyenne mensuelle de 22,67 cas. Également, la proportion bactérienne a été de 52,57% et la fréquence d'isolement à la culture a été de 22,06%. Il est à noter que cette fréquence et cette prévalence de pharyngoamygdalite et la proportion bactérienne concordent bien avec les travaux de Nimat et alliés à Munda au Cameroun qui ont rapporté une prévalence de 9,84% avec une proportion bactérienne de 66,37%. Mais nos résultats sont supérieurs à ceux rapportés par Aïdara et alliés en 2014 qui ont rapporté une prévalence plus faible à hauteur de 3,27% avec une proportion bactérienne de 52,35%. Les formes et les signes cliniques les plus prédominants et comme motif de consultation ont été la fièvre à hauteur de 47,6% et odynophagie à hauteur de 43,75%. C'est la prédominance combinée de ces deux signes cliniques ont été concordants avec
l'association odynophagie et fièvre rapportée par Traoré et Alia Bamako au Mali à hauteur de 42,3%. Mais diffère bien des résultats de Omeogo à Ouagadougou au Burkina, qui a rapporté pour l'odynophagie seule une proportion de 79,75%. Cette différence peut être due à la population d'études et à la taille de l'échantillon. En ce qui concerne les formes cliniques, la forme érythémateuse a été la plus dominante chez les enfants et la forme est suivie de la forme érythémato-putacée à hauteur respectivement de 58,46% et de 28,68%. La forme combinée érythémateuse et érythémato-putacée représente à elle seule 86,67%, ce qui corrobore avec les fortes proportions de cette association relatée par Aïdara et Allié en 2014 et Traoré en 2001 qui ont rapporté respectivement 95,84% et 95,90%. Et en ce qui concerne les théories bactériennes, les souches de bactéries isolées se sont groupées en 3 groupes. Les cortiques gram-positifs à hauteur de 88,87% et qui étaient considérés plus spécifiquement de Streptococcus pyogenes, de Staphylococcus aureus et de Streptococcus pyogenes et de Streptococcus viridans. Les bacilles gram-négatifs non fermentants qui ont été retrouvés à hauteur de 7,59% sont considérés essentiellement de Haemophilus influenzae. Les entérobactéries qui ont été isolées à hauteur de 3,45% sont considérées essentiellement de Escherichia coli et de Klebsiella pneumoniae. En ce qui concerne la fréquence d'isolement des bactéries, nous avons vu toujours le Streptococcus pyogenes en tête chez les enfants à hauteur de 41,38%, ce qui corrobore avec les fréquences d'isolement de 45% et 43% rapportées par Nimat et Allié et Arama en 2005. Les différents germes isolés chez les enfants ont présenté des sensibilités différentielles vis-à-vis des antibiotiques de prescription courante en clinique. Notons qu'il y a une très forte résistance à l'amoxicilline à hauteur de 95,95% et une résistance vis-à-vis de l'érythromycine à hauteur de 60,81%. Mais toutes les souches isolées ont été sensibles à l'imipénem. Nos résultats corroborent bien avec l'augmentation de la résistance à l'érythromycine rapportée par Bigen en 2005 et Faibis et Ali en 2003 en France, qui ont rapporté respectivement 22% de résistance à l'érythromycine et 60,81%. En ce qui concerne les aspects épidémiologiques, nous voyons qu'il y a un lien statistiquement significatif entre l'élévation de la protéine réactive et l'hyperleucocytose. Nous avons constaté que 68,53% des patients ayant développé une hyperleucocytose supérieure à 13,5 giga par litre ont une pharyngoamygdalite bactérienne. Pour les pharyngoamygdalites non bactériennes, seulement 20% des patients ont développé une hyperleucocytose supérieure à 13,5 giga par litre. Nos travaux, nos résultats corroborent avec ceux rapportés par Boudel et Allié qui ont rapporté qu'une hyperleucocytose est un marqueur biologique classique d'infection bactériologique. Notons que 94% des patients ayant développé une pharyngoamygdalite bactérienne ont développé une CRP positive, c'est-à-dire supérieure à 10 mg par litre. Et là, nos résultats et de forte sensibilité de l'élévation de la CRP au cours de la pharyngoamygdalite bactérienne concordent avec les résultats de Coulibaly et Allié qui ont rapporté que la CRP est un test biologique rapide, fiable pour l'orientation diagnostique et la conduite thérapeutique. Il est à remarquer que soit 11,33% des patients atteints de la pharyngoamygdalite bactérienne ont développé une CRP supérieure à 24 mg par litre et 53,15% des pharyngoamygdalites bactériennes ont développé une CRP supérieure à 48 mg par litre, ce qui concorde bien avec le syndrome inflammatoire aigu qui accompagne la pharyngoamygdalite bactérienne. Nous avons vu qu'il y a une corrélation statistiquement significative entre l'élévation de la CRP à partir d'une et une hyperleucocytose à partir d'une valeur moyenne de la CRP supérieure à 52,70.
ce qui corrobore bien avec les travaux de Koulibaly et alliés à Bamako, qui ont relaté une corrélation statistiquement significative entre une élévation de la protéine C réactive et une hyperleucocytose à partir d'une valeur moyenne de CRP supérieure à 50 mg par litre. Nos travaux diffèrent de ceux rapportés par Sonogo et alliés, qui ont rapporté une corrélation statistiquement significative entre une élévation de la CRP et une hyperleucocytose à partir d'une valeur moyenne de 20 mg par litre. En ce qui concerne l'aspect thérapeutique, la prescription de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique a été prédominante, suivie de la pression de sévissime respectivement à hauteur de 27,52% et 25,50%. Donc, la prédominance de la prescription d'amoxicilline plus acide clavulanique corrobore avec les proportions de 31% et de 26% rapportées respectivement par Bourous et alliés en 2009 et Romika et alliés en 2009, qui ont rapporté un taux de prescription similaire d'association d'amoxicilline et d'acide clavulanique. Il faut noter que la prescription d'antibiotiques a été effectuée dans 249 cas sur 272, soit une fréquence de 54,77%, ce qui est inférieur à la prescription rapportée par Grijalva et Ali en 2009 aux États-Unis, qui ont rapporté une prescription d'antibiothérapie dans les pharyngoamygdalites à hauteur de 72%. Mais la prescription de l'association a été confirmée. En ce qui concerne la variation de la prescription en fonction de l'étiologie, nous remarquons bien là, au niveau, qu'il y a 10 cas de prescription d'antibiotiques, 10 cas de prescription d'antibiotiques sur 129 cas de pharyngoamygdalite non bactérienne et 139 cas de prescription d'antibiotiques sur 143 cas de pharyngoamygdalite bactérienne, ce qui montre qu'il y a une prescription inutile d'antibiotiques à hauteur de 7,75%, ce qui augmente le risque de la sélection bactérienne. Et en ce qui concerne la prescription sur les pharyngoamygdalites bactériennes, nous avons remarqué qu'il y a 139 cas de prescription sur 143, ça veut dire une proportion de 97,20%. Donc, il y a 4 cas de pharyngoamygdalite bactérienne chez lesquels la prescription d'antibiotiques n'a pas été effectuée, donc ce qui représente 2,80%, ce qui va contribuer à la genèse de la complication de cette pathologie tant redoutée. En conclusion partielle 3, nous pouvons dire que l'étiologie bactérienne de la pharyngoamygdalite est diversifiée au Bénin. Longtemps considérée comme l'apanage de la Streptococcus beta du groupe A, beaucoup d'autres bactéries sont impliquées actuellement dans l'éthopathogénie de cette pathologie. La sensibilité aux céphalosporines de troisième génération est en baisse, ce qui augmente le risque d'échec thérapeutique. Nous avons noté une résistance vis-à-vis de une très forte résistance vis-à-vis de l'amoxicilline et à l'érythromycine. Une corrélation fortement liée entre l'hyperleucocytose et l'élévation de la CRP. Nous pouvons conclure là que l'antibiothérapie probabiliste devient un risque élevé en termes de résistance bactérienne et de complications post-streptococciques. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable Monsieur les membres du jury, les résultats de cette partie nous ont permis de publier un article dans le journal International Journal of Advanced Research. Au thème, à l'issue de notre étude, nous pouvons retenir que le test immunologie rapide d'orientation diagnostique est une très bonne stratégie diagnostique à adopter au Bénin dans la prise en charge de la pharyngoamygdalite bactérienne. Mais les damage cytopathologiques du programme de Gaulle demeurent le diagnostic de certitude. La stratégie diagnostique choisie doit être suffisamment sensible et suffisamment spécifique, car les faux positifs, les faux négatifs vont évoluer vers des complications graves, voire mortelles, alors que les faux positifs, eux, ils vont
évoluer et vont entraîner des consommations d'antibiótiques inutiles qui vont contribuer à l'émergence de sources résistantes bactériennes. Comme perspective, il s'agira de caractériser, il s'agira de faire la caractérisation moléculaire des différents sources isolées en vue de la recherche des gènes de résistance. À l'issue au cours de notre travail, nous avons fait 3 publications et 3 communications. Je voudrais vous dire merci encore une fois et féliciter l'étudiant et dire, rejoindre le professeur Meyapo Yaovi et dire que si le travail venait à être accepté, je serai l'un des tout premiers à pouvoir lui tendre la main. Et vraiment, je vous encourage. Hein, des jeunes comme vous, c'est rare et beaucoup de courage. Continuez dans cette voie. Merci. Merci, chers collègues. Vous avez fait un travail formidable parce que j'ai jeté un coup d'œil dans vos notes et il a fait son travail d'examinateur, cher maître Bamouza. Vous étiez aussi en train de faire un exercice et il vous regardait là, si vous n'avez pas bien fait. Ah oui, mais c'est bien. J'ai vu qu'il a vraiment lu. C'est parce qu'il n'a pas eu le temps de tout dire, hein, parce que je lui ai fait signe d'essayer d'accélérer un peu. Mais merci d'avoir, oui, mais bien sûr, d'avoir pris le temps de, parce que après, quand ce document sera déposé, on a tous nos noms dessus, et s'il y a des bêtises, c'est que ça va nous, oui, ça c'est un examinateur, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça et je vais souhaiter que l'Impétran travaille très étroitement avec l'examinateur pour la finalisation du document après les soutenances parce que j'ai vu les commentaires qu'il a fait, j'en ai fait à peu près un peu pareil hein, parce que c'est vraiment bien, c'est un travail très intéressant. Donc, cher Impétran, voilà ce que l'examinateur a dit. Il a fait beaucoup de remarques. Il a posé aussi quelques questions. Donc, vous voudriez très rapidement essayer d'aborder ces préoccupations. Merci. Merci. Excellent, monsieur le président du jury. Et avant d'aller aux questions du maître de conférence, Dr. Padonou, j'espère que j'aurai l'occasion de dire un mot à l'endroit de mon maître. Donc, je vais directement à l'endroit du professeur. Professeur, nous sommes honorés d'avoir bénéficié de vos expériences et de vos contributions parce que vous avez été rapporteur pour ces thèses. Vous avez donné beaucoup de directives que nous avons mis à contribution pour l'élaboration de ce travail. Et à voir encore tout ce que vous avez apporté ce matin, vous allez rester dans le même ordre et nous vous promettons d'intégrer fidèlement tout ce que vous avez dit avant le dépôt du document. Et que le Seigneur vous donne paix, longévité et beaucoup de promotion, tout ce que vous voulez, que le Seigneur vous donne en positif au nom de Jésus-Christ. Bon, je vais essayer de répondre à vos questions. Vous m'avez demandé de montrer le lien entre l'harmattan et l'augmentation de la fréquence de ces pathologies. C'est vrai qu'on peut approfondir des études pour chercher les facteurs influençant le développement de cette pathologie, mais on peut déjà dire qu'au mois de l'harmattan, il y a la variation extrême de température, ce qui peut favoriser le développement des bactéries et des micro-organismes en général. Et lorsque la variation intervient, ça peut favoriser. Hein, donc, ouais, je ne peux pas aller en profondeur. Je vais m'arrêter et là, de façon superficielle. Parce que je n'ai pas de tests statistiques pour pouvoir affirmer ce que je suis en train de dire de façon scientifique. En ce qui concerne les signes cliniques, et pourquoi je n'ai pas fait signes cliniques par rapport à l'âge, comme j'ai déjà travaillé chez les enfants, les fréquences que j'ai trouvées, c'est déjà rapporté aux enfants de 0 à 5 ans, à 15 ans. Donc, mais on pourrait toujours aller en fraction et puis en profondeur. Ça, c'est des contributions. Nous allons voir à l'avenir comment nous allons travailler dans ce sens. Merci, monsieur le président. Je vais m'en arrêter là. D'accord.
Oui, voilà. Bien, d'accord. Chers collègues, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va, d'accord. Oui, nous allons, juste avant de continuer et conclure, vérifier encore une dernière fois si notre cher collègue, le professeur Willy, a pu se connecter, a pu revenir. Je remarque que non. Nous allons, comme l'a dit tout à l'heure le collègue Padonou, oui, prier que tout aille bien pour notre collègue et sa maman, parce que la maman, c'est très spécial. Et nous sommes tout à fait d'accord avec lui et nous le soutenons pour le choix qu'il a fait de courir au chevet de sa mère. Et nous souhaitons à sa maman un prompt rétablissement. Je pense que le directeur de thèse aura après à communiquer avec le membre du jury pour lui exprimer tout notre soutien dans cette situation très, très difficile et ça va aller grâce à Dieu. Eh bien, c'est à mon tour de prendre la parole et de conclure très rapidement parce que c'est le choix que notre directeur, le directeur de thèse, il allait dire notre directeur de l'école doctorale, mon cher ami professeur Babonsa, a fait de me confier la présidence de ce jury. J'avoue que je ne suis pas très expérimenté encore, je suis à mes débuts. Hein. Oui, je suis à mes débuts et... Non, mais je suis très content, professeur. Vous savez, je ne vais pas répéter ce que le professeur Padonou, enfin, maître de conférence, docteur Padonou a dit, mais c'est que vous aimez donner la chance à tout le monde. C'est pour ça que nous sommes contents de vous avoir à l'école doctorale, nous diriger, de nous mettre ensemble et de permettre à tout le monde de s'exprimer. Et je le disais tout à l'heure, non, ce n'est pas toi seul, Padonou, à qui il fait ça. Il a fait ça à beaucoup d'autres. Et moi, en 2019, il m'a appelé, il dit, voici ce que nous allons faire point par point pour que tu réussisses à ta titularisation. Et il a tout dessiné avec moi. Il n'y en avait qu'à suivre. Il n'avait qu'à suivre ses conseils. Je lui ai confié entièrement tout et il a tout organisé. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Merci pour tout ce que vous faites, pour ceux qui sont venus après vous, même si ceux qui sont venus avant vous ne vous l'ont pas rendu facile. Parce que c'est que normalement, quand on a souffert avant d'obtenir quelque chose, on aimerait que ceux qui viennent après souffrent également. Mais vous, c'est complètement le contraire. Vous vous êtes battu tout seul pour aller au sommet et ensuite vous avez tendu la pêche, tendu la main et tenu la main à tous ceux qui sont venus après vous et vous continuez encore. Tout simplement, c'est beau et je sais que ça plaira à Dieu, ça plaît à Dieu et c'est pourquoi nous tous, chacun dans son coin, ne pense que de bien de vous. Et je sais que c'est à travers chacun, c'est l'expression même de Dieu Tout-Puissant, de Allah Tout-Puissant qui se manifestera. Et vous allez grandir encore et encore, toujours entouré de nous autres qui ne demandons qu'à être utiles en votre compagnie. Et ce qui se passe à l'école doctorale nous plaît énormément. Il n'y a pas de chiffonnement, personne ne se sent, j'allais dire, embêté par nos autorités et c'est ce que nous souhaitons. Longue vie à vous, professeurs, longue carrière et que les promotions s'enchaînent pour vous, afin que nous autres, nous puissions en bénéficier. Merci. Merci. Et à mon cher aîné, professeur Meapo, merci, professeur. Merci pour vos gentils mots à mon endroit et à l'endroit du membre du jury. Vous êtes une personnalité très respectable. Vous êtes un de nos aînés de Lomé, notre pays, un pays frère. Je connais très, très bien le nom. Vous savez, vous êtes béninois parce que vous êtes tout le temps ici avec nous. Et c'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours disponible pour accompagner la recherche, accompagner la formation de nos étudiants ici au Bénin.
Et je sais que vous invitez ou vous nous invitez aussi là-bas et ça se fait très, très bien. La communauté scientifique, en tout cas en sciences de la vie et de la terre, entre le Togo, le Bénin, le Burkina, le Niger, c'est parfait. Franchement, c'est très beau. Nous, on entend parler, on connaît l'histoire. C'est grâce à des personnes comme vous, chers professeurs, que tout cela se fait sans tam-tam, sans déchirement et avec la joie. Merci encore, professeur. Et à mon cher frère, pardonne-nous, merci tout simplement pour le travail que vous avez fait pour accompagner notre impétrant, notre cher jeune frère Pamphile Aguessi. Nous allons avoir sûrement d'autres occasions et je compte sur le professeur Babamoussa pour que nous en ayons d'autres. Et c'est à mon tour maintenant de m'adresser à l'impétrant. Docteur Aguessi, ce docteur que j'utilise, c'est docteur MD. Parce que pour l'instant, tu n'es pas encore docteur d'université, tu n'es pas encore PhD, tu es docteur MD. Et quand je dis docteur, c'est de ce doctorat dont je parle, parce que j'étais toujours appelé docteur Aguessi, parce que je viens me faire soigner chez toi. Et quand on vient, oui, quand on va, on dit bonjour docteur. Mais c'est vrai, Pamphile n'est pas quelqu'un qui se fait passer, qui se fait passer pour un autre. Très, très humble, très serviable aussi, très serviable. Pamphile a fait ses études effectivement à l'EPAC, mais il était le meilleur de sa promotion, tout simplement. Ah oui, il était bon. Mais s'il n'était pas bon, il ne pouvait pas finir l'EPAC et aller faire la médecine. Il était déjà très bon. On m'a parlé de lui. Ceux qui ont fait la même promotion que lui, ceux qui ont été dans la même promotion que lui m'ont parlé de lui, lui ont même donné un nom parce qu'il est toujours au top. Bravo, Pamphile, pour ton courage et ta détermination. Bravo, et c'est Dieu qui t'a guidé vers le laboratoire de typaille moléculaire, le laboratoire de professeur Bamoussa pour faire ce travail et qui cadre très, très bien et qui t'a permis d'aboutir très rapidement à ce dénouement aujourd'hui. J'ai regardé le document, c'est vrai, j'ai compris, il y a eu le syndrome du mois d'octobre. Hein, le syndrome du mois d'octobre parce que le Pamphile que je connais, parce que ne serait-ce que pour l'encadrement des étudiants de licence en sciences biomédicales, j'ai vu Pamphile, oui, encadrer, corriger les travaux. J'ai dit, mais c'est pas possible que ce soit Pamphile qui ait fait ça. Effectivement, il y a eu des incorrections qu'il faudra corriger. Il y en a certains sur lesquels je vais revenir très rapidement. Vous, Pamphile, vous n'avez pas eu à prendre des cours à l'école doctorale parce que c'est après vous. Ou bien vous avez pris des cours? Oui, vous avez pris des cours. Mais on vous a parlé du règlement pédagogique de l'école doctorale, sciences de la vie et de la terre. Dans la rédaction, vous avez complètement oublié ça. Parce que quand on a fait le cours de méthodologie, vous vous rappelez, on vous avait donné le règlement pédagogique. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que la forme que vous avez respectée, la forme que vous avez suivie, et vous n'avez pas du tout tenu compte de ce qui est dans le règlement. Donc, j'ai bien aimé votre présentation parce que à travers la présentation, vous avez adopté. On ne peut pas avoir 3 articles et mettre ça en annexe. Il faut faire ça comme ça et présenter la thèse sous forme d'article. Vous avez vu comment vous l'avez fait dans la présentation. Vous avez même permuté l'ordre des objectifs. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que chaque objectif spécifique devrait être soutenu par une publication, comme vous l'avez fait. Donc, je vais véritablement regarder ça avec vous au moment où et on va reformater. C'est un petit travail, hein. Ça ne change rien du tout au contenu. Le contenu est parfait. C'est un travail qui est appliqué. C'est un travail avec, en quelque sorte, un livrable. Un livrable, un travail qui a permis d'évaluer un test de diagnostic qui est très peu connu du milieu clinique et qui a du potentiel. Et c'est ce potentiel que vous avez mis en exergue. Et je pense que c'est quelque chose de très fondamental. Le directeur de thèse l'a dit, il faut trouver l'occasion pour faire de la vulgarisation sur ce qui est fait dans ce travail-là.
de sorte que la communauté scientifique puisse prendre connaissance et voir dans quelle mesure il faut véritablement l'implémenter. Donc, voilà. L'autre chose dont je voudrais parler, c'est peut-être sous forme de question, je pense. Je vais, dans l'évaluation du test de diagnostic rapide, évidemment, c'est la culture bactérienne que vous avez choisie comme gold standard. Parce que quand on veut apprécier une méthode, il faut la comparer à une méthode qui est reconnue comme étant de référence avec le moins d'erreurs que possible. Mais ma première question, c'est ceci. Est-ce que vous pensez qu'à travers les échantillons que vous avez eus, il y a eu des cas d'amygdalite causés par des virus d'origine virale? Je pense que, est-ce qu'on peut aller juste comme ça rapidement et finir? Répondez. Oui, en même temps. Oui. OK. Merci, Excellence, Monsieur le Président du jury. C'est le lieu de vous dire un sincère merci. Notre histoire est longue, je ne pourrais le résumer, mais je vous dis, c'est le lieu de vous dire publiquement que apparemment, ce n'est que de bonnes personnes qui sont assises devant moi. Franchement, j'ai déjà quitté l'EPAC avant que vous ne veniez, mais j'ai été votre étudiant. Vous m'avez toujours accompagné. Et ce que vous m'avez fait, c'est trop, quoi. Si je ne veux quand même pas dire, même si on a été quelque part la semaine passée, c'est à cause de vous. Les différents types pour participer à ces événements, c'est vous. Et sur beaucoup de fronts, vous avez toujours tenu ma main. Vous m'avez dit toujours confier sur moi. Donc, on est passé beaucoup d'endroits. Donc, plus qu'un maître, vous êtes comme un père. Et que je suis, quand le professeur m'a dit, vous m'avez vu, dans la journée, vous m'avez vu, vous avez dit, et Pamphile, toi, tu es où avec ta tête là? Et j'ai dit, bon, ça va, je ne voulais pas. Et vous m'avez dit, ton enfant est en train de pousser, quel étudiant ça là? Quand il a quitté, et là, j'étais venu chez le professeur me dit que tu connais ton prénom. J'ai dit non. Il dit professeur Covid. J'ai dit, bon, si Dieu veut descendre, c'est pas long que ça va passer. Si c'est professeur, je suis vraiment honoré d'être à votre côté. Vous êtes vraiment dense. Vous avez une rigueur pédagogique et scientifique qui ont sidéré notre admiration. Et vous faites partie des meilleurs de nos professeurs à l'EPAC. Et tout le monde, vous êtes comme professeur Baramoussa à l'université, à l'EPAC, tout le monde parle bien de vous parce que vous êtes sans complexe et vous transmettez vos connaissances. Nous prions le Seigneur d'aller à votre école pour le reste de notre carrière et que le Seigneur vous garde, vous bénisse, vous donne beaucoup plus de promotions afin que nous puissions continuer à bénéficier de vos expériences sur beaucoup d'autres chantiers. Merci, professeur, pour tout ce que vous faites pour nous et pour la communauté estudiantine en général. Revenant à votre question, vous m'avez demandé de savoir les cas, excusez-moi, voilà, d'origine virale. Et on a juste évité d'aller, quand on parle du thème non bactériel, c'est parce qu'on a pensé à l'origine virale. Donc, on a juste utilisé le thème, comme on n'a pas isolé les virus, c'est pour ça qu'on les a classés tous dans non bactériels. Donc, les non bactériels, c'est viral. Mais n'ayant pas des arguments scientifiques affirmer uniquement que c'est viral, voilà, donc c'est potentiellement viral. Oui. En fait, j'ai posé la question parce que ces cas-là, comment il faut traiter ça au moment d'évaluer le test de diagnostic rapide, parce que c'est la bactériologie qui fait culture. Si c'est des virus et qu'on cultive, eh bien, on est d'accord, ça ne va pas pousser. Ces cas-là vont être des cas traités comment? Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais bon, voilà. Oui? Je peux répondre pour ça. Ici, le test de diagnostic rapide, c'est un test centré sur une seule bactérie. C'est le Streptococcus bêta modifié du groupe A. Donc, dans ce contexte, ça ne fait qu'isoler. C'est que c'est une pathologie qui est longtemps considérée comme l'apanage de cette bactérie. Mais on a découvert maintenant qu'il y a beaucoup plus d'autres bactéries qui sont associées à ça, ce qui montre la limite même de ce test. Voilà, donc ce test permet d'affiner les pharyngoamygdalites à Streptococcus bêta modifié du groupe A, alors qu'il existe beaucoup d'autres choses. Et ça contribue au diagnostic
Ça, là, c'est beaucoup plus mieux que les arguments cliniques uniquement. Mais toujours, la culture bactérienne est indispensable. C'est ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, en fait, l'objectif même de ma question, c'est celle-ci. Vous avez fait votre stage dans un laboratoire de typage moléculaire. Et je pense qu'au-delà même de la bactériologie, les tests de génétique moléculaire, de biologie moléculaire sont... Dans les pays développés, les gens ne font plus la culture. Hein. On passe, dès qu'on fait le prélèvement, on passe ça. Et oui, voilà, c'était un objectif que vous n'avez pas eu le temps peut-être de développer. Oh, ça aurait été formidable de faire ça, oui, le financement. Sinon, si cet aspect du travail avait été ajouté, mais ça ne veut pas dire que c'est peu. En perspective, oui, d'accord, il a mis en perspective. Très, très bien. Je vais ensuite demander à savoir, est-ce qu'il y a des conditions qui favorisent les amygdalites? Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certains qui sont plus sujets à faire ça en répétition, alors qu'à côté, d'autres n'en font presque jamais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il existe des formes de prédisposition? Des garçons et les filles? Et les filles, non. Ah, vous n'avez pas de filles, voilà. Donc, j'étais en train déjà de voir si c'est lié au sexe. Vous voyez que je ne suis pas un bon généticien, mais bon, on veut tous lier à la génétique. Je ne sais pas si, voilà, vous avez des réponses par rapport à ça. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire et je vais remercier tous les collègues ici, et je dis collègues avec entre griffes, parce que si vous appelez votre patron collègue, il faut toujours porter des gants. Non, il faut toujours porter des gants. Merci, professeur. Merci de m'avoir donné l'occasion de participer à cette fête. Et merci au professeur Ameyapo d'être resté jusqu'à la fin. Et chers parents, chers amis de l'Impétran, merci. Je pense que c'est bon. Si on se retire ou bien on reste ici. Donc, on va vous demander de nous excuser. D'accord? Et voilà. Bravo. C'est bon. Ah oui, tu avais un mot à dire. Ah oui, oui, il devrait dire un mot à son directeur. Maintenant que j'ai eu pour moi, il a oublié de penser au directeur. Hein? Il a clôturé ça. Non, non, non. On va lui donner l'occasion de dire ce qu'il a dit à son directeur. Vraiment désolé, j'ai oublié ça. C'est important. C'est très, très important. Sinon, il va m'en vouloir pour ça. Bien, cher impétrant, voilà. C'est le mot de conclusion que vous êtes en train de donner là. Merci, Monsieur le Président du jury. Je ne peux terminer cette thèse sans dire un sincère merci au professeur Boba Moussa. Et je vois que ce n'est pas pour la première fois, parce qu'il est d'habitude, ça fait partie de ses habitudes. Le jour que je suis venu le voir, franchement, et aujourd'hui, c'est comme un rêve. Professeur, moi, je n'ai pas de mots pour pouvoir vous remercier. Ce que vous avez fait, la conjoncture de bonnes choses ne peut que accoucher de bonnes choses. Même pour prière, ne peut être que la conséquence de ce que nous faisons. Pour vous comporter bien, vous faites la promotion de tout le monde. C'est pourquoi vous n'allez pas être promis que le Seigneur vous donne ce que vous voulez au centuple au nom de Dieu et de votre Allah que vous adorez. Le Seigneur va vous donner la longévité et la santé pour que vous puissiez bénéficier de tout ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui. C'est sûr que ça va retomber positivement sur vous. Parce que si on fait de bonnes choses, c'est normal que les bonnes choses vous accompagnent. Donc, vous n'avez pas encore trouvé de promotion, les promotions restent à venir et pour vos enfants également. Merci, professeur. Je n'ai pas de mots. Vous avez, si en un mois, ce que vous avez fait, c'est inimaginable. Moi-même, en allant, c'est incroyable. Hein? C'est vrai, professeur. Le Seigneur vous a déjà béni. Merci.